Aujourd'hui, Kayla, 15 ans, rentre de l'école à Johannesburg. Elle est très fatiguée, mais elle n'ira plus à l'école de toute manière. Elle est enceinte, de plusieurs mois. Elle va bientôt accoucher. Hélas, la journée n'est pas finie. Si Kayla veut manger ce soir, elle doit d'abord aller chez Kotso, son sugar daddy. C'est lui qui est à l'origine de son malheur. Cela fait 1 an que tous les jours, Kayla va chez lui, alors qu'il lui a transmis le sida. Lui qui est marié, lui qui a 45 ans, lui qui a des enfants. Il abuse sexuellement quotidiennement de l'adolescente en échange d'un peu d'argent. Kayla est à jamais traumatisée. Ses parents ne la protègent pas, malgré la connaissance qu'ils ont du martyre quotidien qu'elle subit. Comment cette adolescente a-t-elle pu être manipulée de la sorte? Pourquoi fréquente-t-elle cet homme? Comment une société peut-elle être sciemment si permissive à l'égard de tels crimes? Les sugar daddies sont des hommes quadragénaires, la plupart du temps mariés, qui sillonnent les ghettos à la recherche d'adolescentes avec qui avoir des relations sexuelles. Ce nom même que leur a donné le gouvernement a de quoi nous révolter. Ces sugar daddies sont en français des papas gâteaux. L'ironie est amère, car leur comportement n'a rien de paternel, et leurs sucreries, loin d'être l'expression de leur générosité, ne sont en réalité que d'ignobles appâts. Pour cela, ils rôdent aux abords des townships avec leurs belles voitures pour attirer l'attention des jeunes filles défavorisées. Elles n'ont qu'une envie, accéder au monde de la mode, de la beauté, du glamour. Et les sugar daddies sont là pour qu'elles y parviennent, si bien sûr elles consentent à se prostituer. Ce phénomène est très répandu depuis quelques années dans les townships d'Afrique du Sud, posant de plus en plus de problèmes. Effectivement, 39% des filles sud-africaines disent avoir déjà été forcées à avoir une relation sexuelle pour des motifs matériels. Ces hommes répugnants profitent donc de leur richesse et de la faiblesse des adolescentes comme Kayla pour satisfaire leurs pulsions et leurs vices. Ils offrent des cadeaux aux jeunes filles, portables, argent ou vêtements dernier cri, en échange d'une relation sexuelle. Mais le corps de la femme a-t-il un prix? Mérite-t-il d'être abusé, asservi et vendu contre un objet sans valeur? Ces jeunes qui se vendent ne comprennent pas, ne connaissent pas, n'ont pas une estime assez grande de la valeur de leur corps. Et est-il vraiment nécessaire d'être à la mode dans ce monde de misère? Non. Mbali s'en passe et en subit les conséquences. Quand un sugar daddy passe près de moi, je lui lance des insultes. Je lui demande si sa femme sait où il se trouve et s'il coucherait avec ses propres filles ou petites filles. Il me répond violemment en me traitant de moins que rien. Par leurs actions, les sugar daddies vont à l'encontre de nombreux articles de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Tout d'abord, ils ont des relations sexuelles illégales avec mineurs. Or, l'article 34 décrète « Les États s'engagent à protéger l'enfant contre toute forme d'exploitation sexuelle et de violence ». Ces hommes enfreignent donc clairement cette loi et se livrent de surcroît à du chantage. De plus, l'article 16 dit « Nul enfant ne fera l'objet d'atteinte à son honneur et à sa réputation ». Or, l'honneur de ces adolescentes est totalement souillé par l'exploitation qu'elles subissent, le plus souvent sans qu'elles s'en rendent compte. Comprenez-vous l'étendue de ce délit qui consiste à exploiter la faiblesse des fillettes? Ces hommes demandent toujours plus aux jeunes filles. C'est d'abord un baiser, et progressivement, ils exigent un acte sexuel accompli. Ces jeunes filles de 15 ans ne sont pas de taille à résister, et elles sont donc vite abusées par ces hommes vicieux. L'Afrique du Sud, le pays où 1 personne sur 10 est atteinte du sida, est également le théâtre du plus grand nombre de viols d'enfants au monde. En 2012, il y en a eu 100 000 sur des adolescentes sans défense, âgées de 12 à 16 ans. 1 homme sur 4 admet en effet avoir déjà participé à un viol. Comprenez bien l'ampleur de ce phénomène, mesdames et messieurs. Une femme qui naît aujourd'hui en Afrique du Sud a plus de chances de se faire violer que d'un jour apprendre à lire. Cette situation
est d'autant plus problématique que les sugar daddies, outre l'immoralité de leurs gestes, en ayant ces relations avec mineurs, n'utilisent pas de préservatif. Ils répandent ainsi le VIH de façon effrayante chez les jeunes filles de 12 à 16 ans. En effet, plus d'une fille sur 4 est atteinte du sida en Afrique du Sud, soit 7 fois plus que chez les garçons du même âge. J'accuse donc ces sugar daddies qui, n'ayant aucune morale et ne se souciant que de leur intérêt personnel, font de ces enfants désespérés de simples objets servant à assouvir leurs pulsions les plus viles. Comment les parents de Kayla peuvent-ils la laisser dans une telle situation de détresse? Ces familles vivent dans un milieu très défavorisé et ne refusent donc pas ce petit supplément apporté au foyer, quitte à fermer les yeux sur les pratiques de leurs filles. En effet, la situation est insoutenable pour les parents de ces victimes, car l'indigence qui les anéantit les oblige à se rendre complices de ces sugar daddies. Ces parents ne trouvent plus la force de combattre ces hommes et se trouvent ainsi doublement être des victimes, à la fois de la misère, mais également de ces hommes qui détruisent leurs enfants. Pourtant, l'article 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant affirme avec force: c'est aux parents ayant la charge de l'enfant qu'incombe la responsabilité d'assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant. Mais les parents, écrasés par la misère, oublient le devoir d'éducation et d'assistance qui leur appartient. Il nous faut donc également dénoncer tous ceux qui, à tous les niveaux de la société, n'agissent pas pour protéger ces enfants et qui les laissent seuls face aux dangers du monde extérieur. Lui, l'enfant, l'être fragile, lui qui n'a pas encore assez de force, ni physique, ni morale, pour résister aux adultes, lui qui a besoin d'amour et de tendresse pour s'épanouir, se voit souillé, abusé et détruit par ces hommes immondes que sont les sugar daddies, ces prédateurs pédophiles, puisqu'il faut les désigner de la sorte. C'est donc aussi l'État sud-africain qui est en cause. Cette situation dramatique a réveillé malgré tout les membres du gouvernement pour tenter d'arrêter ce développement hors du commun. C'est à lui de mener les campagnes nécessaires pour entraver la progression intolérable de ce phénomène malsain au cœur des townships. L'article 19 le certifie. Les États parties prennent toutes les mesures législatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, y compris violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents. Or, le 18 novembre dernier, un homme a été jugé au tribunal de Johannesburg pour pédophilie, détournement de mineurs et viol suivi de grossesse sur une jeune fille de 14 ans. Il a été condamné à seulement 4 mois de prison ferme, alors qu'il n'en était pas à son premier viol sur enfant. Mais où est donc la justice qui doit protéger les plus faibles? La Convention internationale des droits de l'enfant n'est pas seulement de la paperasse, ce ne sont pas des paroles en l'air. Les droits de l'enfant ne peuvent pas rester un concept abstrait, mais doivent être un socle sur lequel la justice de tous les pays du monde doit s'appuyer pour agir au service de l'enfance. Mais à quoi bon tant de paroles et de discours s'ils sont ignorés, me direz-vous? Les sermons dénonçant le comportement des jeunes et l'éducation des parents ne suffisent pas. Et c'est pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, afin d'exhorter le gouvernement sud-africain à poursuivre et à condamner avec détermination et résolution ces sugar daddies, ces hommes, si l'on peut encore les appeler ainsi. Il faut que les parents de ces victimes aient le courage de dénoncer ces délits atroces, qu'ils aient le courage de s'insurger contre cette justice qui ne fait pas son travail. Il faut que des jeunes filles abusées soient courageuses et puissent témoigner de ce qu'elles ont subi. Il faut que la police protège de tels jeunes dans les townships. Il faut que les tribunaux statuent sans pitié sur ces crimes. Et il faut que les lois sanctionnent de telles pratiques inhumaines. Tant que le gouvernement ne fera pas comparaître les sugar daddies devant les tribunaux, la Convention internationale des droits de l'enfant continuera d'être bafouée. Nous osons faire nôtres ces paroles d'un grand homme, Victor Hugo. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Et cette action, Kayla ne pourra pas la mener seule.
Elle a besoin de nous tous pour la soutenir. En ce moment même, elle sort de chez Kotso et rentre chez elle. Sur le chemin du retour, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle n'arrive pas à vivre avec tant de peine et de souffrance dans le cœur. Elle pleure parce que cette relation avec Kotso, qui abuse d'elle depuis longtemps, trop longtemps, la détruit intérieurement. Elle pleure parce qu'elle songe aussi à ses parents, que la misère a fait tomber dans une telle indignité. Elle pleure parce que, comme elle, des centaines de milliers d'adolescentes souffrent de cet impitoyable sort à travers son pays, mais aussi à travers toute l'Afrique. Elle pleure sur Nelson Mandela, qui rêvait d'une nation arc-en-ciel, d'un pays d'égalité et de liberté, et qui disait « Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. » Elle pleure parce qu'elle réalise qu'elle n'est qu'une esclave. Kayla rentre chez elle et elle pleure. La laisserons-nous pleurer au mépris du droit international qui jugera notre silence ?